Bonjour à tous et à tous. C'est un plaisir pour moi de vous introduire Jacques Lanares. Ceux qui sont dans le monde de la qualité de l'enseignement supérieur le connaissent bien parce que c'est un acteur extrêmement présent sur ce domaine-là. Alors, neuropsychologue de formation, Jacques Lanares a travaillé à l'hôpital au début de sa carrière à Lausanne. Et puis après, il est devenu enseignant-chercheur à l'université de Lausanne et de Genève, où il a enseigné la pédagogie universitaire et la formation des adultes. Alors, si on passe en revue l'ensemble des groupes dans lesquels il fait partie, ils sont très nombreux. Hein. Il est évidemment ancien vice-recteur de l'université. Tu ne vas pas faire ça quand même. Il est membre du Conseil d'accréditation suisse et je vous passe les autres. Mais ce que j'aimerais bien vous présenter, c'est simplement le titre de ses communications dans ces différents colloques extrêmement sérieux. Alors, je vous en lis quelques-uns. Comment instaurer une culture de la qualité dans une université ? Point d'interrogation. Et si l'évaluation des enseignements par les étudiants était utile ? Point d'interrogation. Concilier sens et efficacité. Quel défi pour l'institution ? Point d'interrogation. Il y en a dans des langues que je n'arrive pas à lire. Quelles pratiques pédagogiques peuvent favoriser l'apprentissage ? Point d'interrogation. Comment renforcer, soutenir la motivation des enseignants ? Point d'interrogation. Vous voyez, ce que fait Jacques dans ses communications, c'est d'arriver à poser des questions, amener le côté réflexif en vue de nous faire progresser. Donc je vous laisse vraiment entre bonnes mains et vous allez voir, il va commencer très très vite avec quelques belles questions. Jacques, c'est bon. Merci Benoît. Vous m'entendez? C'est bon, ça va? Je mets le micro où il faut. Vous criez sinon. Bonjour chers et chers collègues. Merci aux membres du comité de m'avoir donné l'occasion de réfléchir à ces questions et de partager ces réflexions avec vous. Ce que je vais raconter ce matin, en quelque sorte, s'appuie sur des recherches, des publications, pas nécessairement les miennes, mais un certain nombre de publications, de méta-analyses en particulier qui ont été faites sur ces questions de coopération et d'apprentissage, et aussi sur des expériences personnelles, puisque pendant quelques années, j'ai eu l'occasion d'accompagner quelques dizaines d'équipes pour essayer d'améliorer leur coopération, et cette expérience aussi influence mes réflexions. Alors, ceux qui ont eu le malheur de m'entendre déjà savent que je suis très réducteur, c'est ma pente. Et je ne pense pas changer aujourd'hui, mais en même temps, ça correspond aussi à mon intention qui est pas de nécessairement faire des discours savants et de faire des détenants d'un master en sciences de l'éducation, mais plutôt mon projet est de partager avec vous quelques repères simples mais solidement fondés de mon point de vue qui vous permettent à la fois d'identifier ce à quoi il faut être attentif, vigilante dans vos activités de mise en place de coopération et en même temps peut-être des éléments pour comprendre ce qui fonctionne ou pas. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent des travaux de Lewin dans les années 1940. C'était la guerre, comme chacun sait. Et à ce moment-là, il y avait des problèmes, c'était un peu la disette, et il s'agissait de trouver des moyens d'inciter les gens à manger autre chose que ce qu'ils mangeaient d'habitude. Et en particulier, la recherche qui a été faite consistait à inciter les gens, ça ne marche pas, donc c'est pas grave, on va faire comme ça, consistait à inciter les gens, c'est pour mettre en appétit, à manger de la cervelle, des rognons et du cœur. C'était ça l'idée. Et donc, dans le fond, l'idée qui était là, c'était vraiment de se dire comment est-ce qu'on peut inciter les gens à changer les habitudes alimentaires afin de surmonter cette période de disette. Alors, il y a un protocole qui a été mis en place, c'était une recherche, et donc il y a eu deux situations. Dans un cas, il y a quelqu'un, diététicien, qui est venu expliquer aux gens les bienfaits de ces aliments et comment on pouvait les apprêter, etc., etc. Et dans un autre cas, on a mis les gens ensemble, et on leur a dit quelle idée vous auriez pour apprêter ça, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous avez déjà essayé quelque chose, enfin, vous imaginez, on les a mis en groupe pour discuter. Et après quelques semaines, on s'est intéressé à savoir qui avait changé ses habitudes alimentaires, qui en fait avait introduit c'est un de ces trois mets qu'il n'avait jamais cuisiné auparavant.
Et comme je vous montre ça maintenant, vous savez très bien quelle est la réponse. En réalité, ceux qui avaient eu droit à, on va dire, des cours ex cathedra, il y a 3% de ces gens qui ont changé leurs habitudes alimentaires, alors que 32% de ceux qui avaient discuté avec les autres, essayé de trouver ensemble des moyens, ont changé leurs habitudes alimentaires. Alors, je vous cite ce travail parce qu'à ma connaissance, c'est le premier travail, en quelque sorte expérimental, sur l'effet du groupe, de la coopération, des interactions sur l'apprentissage. Évidemment, les choses se sont développées et à partir de ça, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites là-dessus. Et je ne vais pas vous les raconter, mais je vais mentionner en passant une recherche, une méta-analyse en réalité, une méta-analyse qui a été faite en 81 par Johnson et ses collègues, qui est à mon avis une des premières grandes méta-analyses. Comme vous le voyez sur cette diapositive, elle porte sur 122 études. Alors je sais que c'est un colloque francophone, hein, pardonnez-moi, mais bon, je préférais l'anglais, ça me paraît quand même pas des mots trop compliqués. En fait, ce que ça dit tout simplement, c'est que la coopération est considérablement plus efficace que la compétition et les efforts individuels, quel que soit le niveau d'études, quelle que soit la discipline qui est concernée. Donc, voilà, ça c'est un premier élément qui a confirmé en quelque sorte ces premiers travaux. Et puis, on a continué à faire ces choses. Et juste pour l'illustration, parce que je ne vais pas vous squatter l'encéphale avec ça, en réalité, vous voyez une étude qui vient de sortir en 2019 qui dit exactement la même chose, qui est aussi basée sur, qui est une méta-analyse basée aussi sur un grand nombre d'études et qui montre que la coopération améliore les résultats d'implication des étudiants et donc c'est voilà, le résultat est meilleur, mais en plus, les étudiants sont davantage satisfaits, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive. Et ces éléments sont aussi mis en évidence par nos collègues dans les universités. Je ne mets pas le micro assez proche, sont aussi mis en évidence par nos collègues dans les universités. Et je vous présente ici, par exemple, les résultats de l'enquête de l'Association européenne des universités, qui a été faite en 2018, où on a posé des questions aux établissements sur les approches les plus utiles ou utiles pour améliorer l'apprentissage des étudiants et des étudiantes. Et comme vous voyez, donc là, il y a 303 institutions qui ont répondu, et comme vous voyez que ce qui paraît très utile et utile, c'est l'enseignement en petits groupes, l'apprentissage par problème, l'apprentissage par les pairs, etc. J'aimerais néanmoins souligner le fait qu'il n'y a pas que du vert, il y a aussi du bleu, et que dans le fond, ça ne fonctionne pas toujours, ce n'est pas nécessairement supérieur, et c'est un point sur lequel je reviendrai par la suite. Et donc, voilà, on a ces éléments qui confirment globalement que la coopération améliore d'un côté l'apprentissage des étudiants et des étudiantes et de leur côté leur satisfaction. Et alors, dans la suite de cette intervention, j'aimerais, parce qu'il faut que Benoît soit content, que je réponde à ces quelques questions. Et les 3 questions que j'aimerais aborder avec vous, vous les voyez ici. La première chose, c'est en fait quels sont les processus, très rapidement brossés, qui permettent de comprendre pourquoi la coopération améliore l'apprentissage. Le deuxième aspect, c'est oui, mais alors, est-ce que ça marche toujours ou bien il y a des conditions à créer? Évidemment, il y a des conditions à créer, vous l'imaginez bien. Et puis un troisième point qui me paraît important, c'est comment faire en sorte que ces acquis puissent perdurer au-delà d'un projet ou d'une année d'enseignement. Alors ça va nous amener, dans un premier temps, à parler très rapidement des mécanismes de l'apprentissage, mais vous en faites pas, ça sera tout à fait rapide. Juste pour essayer de mettre ces éléments en perspective. Alors, la première chose que j'aimerais rappeler, évidemment, l'apprentissage, fondamentalement, c'est une modification de notre réseau de neurones, mais on ne va pas vous montrer une modification du réseau de neurones, mais globalement, le résultat de l'apprentissage se résume en quelque sorte à 2 choses. C'est un changement de comportement, je fais quelque chose que je ne faisais pas avant, mais faire au sens très large de faire, ça veut dire je peux faire une analyse que je n'étais pas capable de faire avant, etc. Je peux parler une langue, etc.
Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est évidemment un changement de mes représentations, un changement de mes conceptions, un changement de ma façon de regarder le monde et l'environnement ou la solution à un problème qui m'est présenté. Alors, je vais juste illustrer par une métaphore que j'aime bien et que vous avez probablement déjà rencontrée. C'est la chose suivante. Si je vous montre cette image, peut-être certains d'entre vous, et que je vous demande qu'est-ce que vous voyez, vous me direz une vache, vous me direz une carte de géographie, vous me direz un test psychologique sournois, vous me direz peut-être un visage, ou toutes sortes de choses comme ça. C'est en tout cas ce que j'entends quand je pose la question vraiment. Et si maintenant je vous montre une deuxième image qui est celle-ci, où j'imagine la grande majorité d'entre vous a vu un visage. En principe, ça marche aussi. À peu près tout le monde voit un visage. Et que maintenant, je vous montre de nouveau cette image, probablement qu'il y en a pas mal parmi vous qui n'avaient pas vu un visage tout à l'heure et qui voient un visage maintenant. Et en fait, c'est juste cette notion pour illustrer qu'en réalité, cette notion d'apprentissage, ça veut dire que je vais revoir après une situation d'apprentissage, dans le cas présent, le visage que je vous ai montré, je vais revoir différemment la même situation. Au début, je disais, c'est une vache fribourgeoise, et après, je dis, ah ben non, c'est un visage. D'accord ? Ça, c'est cette métaphore du changement de représentation qui est le cœur du processus d'apprentissage. Encore une fois, les spécialistes vont être frustrés, mais allons-y quand même. Alors, on va s'intéresser à quelques aspects, quelques mécanismes qui expliquent pourquoi ça peut se passer, comment ça peut se passer. Et comme vous savez, il y a une foultitude de courants et d'approches qui expliquent, qui s'intéressent aux mécanismes de l'apprentissage. Ils ont des perspectives différentes, ils sont à des niveaux différents. Et puis, vous savez aussi ce que c'est, tout le monde doit faire carrière. Donc, il y a toute une série d'approches. Je vais me focaliser sur 3 éléments qui me semblent particulièrement reliés et qui sont aussi les plus souvent évoqués. Et la première approche, c'est l'approche cognitive. Et dans le cas de l'approche cognitive, l'apprentissage essentiellement se focalise sur la question de mémorisation. Et je voudrais juste illustrer ça par... il y a une notion que je voudrais illustrer là-dessus. Alors, et je vais l'illustrer à partir de... Qu'est-ce que je fais de bête? Ça va? À partir d'un tout petit exemple. Voilà, imaginons que je vous présente ici ce code et que je vous donne quelques secondes pour le mémoriser. Donc, voilà, c'est quelques secondes. Je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus, mais voyez le principe. C'est assez difficile. Et si maintenant, je vous demande de coder ce chiffre, il y a peu de chances que vous y parveniez à 100%. Disons, sinon, je vous offre volontiers l'apéritif ce soir. Bon, pourquoi? Parce que c'est effectivement difficile, vous n'avez pas eu le temps de vous organiser par rapport à ça. Mais regardons un tout petit peu les choses différemment. Je vais vous proposer une autre vision. Donc, une situation d'apprentissage. Voyez ceci, et ceci peut-être commence à vous rappeler quelque chose. Et puis ça vous rappelle encore plus quelque chose. Et si vous voyez le parallèle qu'on peut faire, vous voyez qu'en réalité, il y a une correspondance entre des angles et des chiffres que vous pouvez retrouver parce que le clavier, vous l'avez dans la tête. Et donc maintenant, si je vous demandais de coder ce chiffre, ça serait assez facile parce que vous pouvez retrouver les choses, parce que vous avez réussi à le relier à quelque chose que vous saviez, que vous connaissiez. Et ça, c'est une notion qui est très importante. Il y a bien d'autres choses qui sont importantes, mais c'en est une que je voudrais souligner ici, c'est qu'en fait, on apprend toujours en reliant à ce qu'on sait déjà. Donc ça, c'est un principe de base dans cette perspective, mais qui est là. J'apprends toujours en reliant à ce que je sais déjà. Et ça, c'est important dans la notion de la coopération, parce qu'en réalité, dans toutes les situations d'interaction, de coopération, de collaboration, il y a beaucoup d'échanges qui se font. Et dans ce processus d'expliquer à une collègue ou un collègue, dans ce processus des tuteurs, par exemple, grâce à ça, je m'approprie les connaissances, puisque, comme on le sait depuis longtemps, enfin, on a tous expérimenté ça, le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'expliquer à quelqu'un d'autre le processus. Et donc, on voit ici comment ça se passe, c'est-à-dire tout ce processus d'échange, d'explication mutuelle, participe de l'approfondissement et d'une connaissance au sens large. Le deuxième aspect qui est intéressant aussi et qui s'approche du courant constructiviste que
c'est pas le seul, mais j'aime bien l'illustrer par Piaget, parce que comme je dis toujours, je prenais l'ascenseur des fois avec lui. C'est en fait cette idée, et on avait cette phrase qui disait cette phrase qu'on trouvait toujours évidemment intéressante, tout ce que vous leur enseignez, vous les empêchez de l'apprendre, et c'est cette idée que j'apprends dans mes interactions avec l'environnement, j'apprends en construisant à partir d'éléments premiers, donc il y a aussi cette idée de relier à ce qui se passe, mais surtout, et c'est ça un élément que je veux souligner, c'est ce qu'il a mis en évidence, et c'est tous les collègues qui ont travaillé là-dessus par la suite, c'est que dans le fond, un élément fondamental, c'est l'activité, comme on dit dans les livres, du sujet. C'est-à-dire, c'est quand je m'implique activement dans une recherche de solutions, etc., que ça fonctionne. Et j'aimerais souligner là-dessus parce qu'en fait, on parle souvent de ces pédagogies coopératives, collaboratives et tout ça. Peut-être on redira un mot là-dessus après. Mais en réalité, ce n'est pas uniquement une question de groupe en tant que tel. C'est bien sûr aussi le groupe, et on va y revenir. Mais c'est aussi parce qu'il y a une dimension d'implication active des apprenants et des apprenantes dans le processus. Alors on va vous rendre un peu active et actif. Je vais vous présenter ici un certain nombre d'objets et vous allez identifier spontanément, comme ça, l'objet qui se rapproche le plus de votre conception de l'enseignement, de ce que c'est enseigner. Vous avez toutes et tous une vision de ce que c'est l'enseignement, soit en ayant subi, soit en le faisant subir, soit les deux, etc. Donc, allons-y. Donc, je vais vous présenter ici quelques objets que je vous laisse découvrir. Ça, c'est de la pâte à modeler pour les plus anciens. Et ça, c'est une photo de mes dernières vacances. Mais vous voyez bien l'idée qui est derrière d'un guide. Voilà. Donc, regardez ça, et si tout va bien, je vais vous inviter à donner votre avis là-dessus et exprimer votre choix. Alors, voilà. Et vous allez vous connecter sur la session qui a le numéro, donc c'est menti.com comme tout à l'heure, et le numéro de cette session c'est 46 787. 46 787. Voilà. Et donc simplement vous indiquez ici, vous choisissez l'objet qui pour vous correspond le mieux à votre vision de l'enseignement. Allez-y. Vous aimez bien le rose, apparemment. On va laisser continuer à voter. Mais on voit déjà qu'on est dans un colloque QPES. Bon. Voilà, vous pouvez continuer à donner votre choix. Mais maintenant, je vais vous inviter à prendre, surtout qu'on a mis un peu de lumière, donc vous pouvez voir vos voisins et vos voisines, je vais simplement vous inviter à vous tourner vers un voisin ou une voisine, si possible quelqu'un qui n'a pas choisi le même objet que vous, et en quelques minutes, c'est-à-dire on va prendre 3 minutes maximum, dites quel objet vous avez choisi et essentiellement pour quelle raison vous avez choisi cet objet. D'accord ? 3 minutes, regardez autour de vous, même si vous n'avez pas pu donner votre avis, vous avez fait votre choix, essayez de trouver quelqu'un qui n'a pas le même avis ou qui le fait pour d'autres raisons.
Voilà. Je pense que vous avez eu le temps d'échanger avec votre voisine ou votre voisin. Vous pourrez continuer à le faire pendant le repas. Je suis désolé de vous interrompre. Si vous voulez bien, je vais vous poser maintenant une autre question. Voilà. Revenons ensemble. C'est toujours des moments un peu délicats. Alors... Je referai quelques commentaires par la suite sur ces résultats. J'aimerais juste passer la... Ouais, c'est ça, il ne fait pas. Ah oui, pardon. Voilà. Excusez-moi, je garde le mauvais écran. Alors, voilà, la deuxième question à laquelle j'aimerais que vous répondiez, malgré le temps un peu court. Voilà, si, après avoir discuté, est-ce que vous pourriez... c'est vrai, je pourrais aussi choisir cet objet dans ma conception de l'enseignement, après en avoir discuté avec mon voisin ou ma voisine. Voilà. Voilà, vous pouvez continuer à répondre et on va de notre côté aussi reprendre la discussion. Voilà. Alors en fait, vous avez vu ce graphique qui apparaissait, vous avez vu qu'il y a une très grande majorité de personnes qui, dans le fond, seraient d'accord de changer de point de vue. Ça, c'est peut-être parce que vous voulez être sympathique avec moi, parce que c'est effectivement ce que j'espérais. Mais de toute façon, c'est un truc qui marche toujours, parce que si vous dites non, c'est un peu comme la psychanalyse, ça marche toujours. C'est-à-dire, si vous dites oui, on dit à toi, j'avais raison. Si vous dites non, c'est non parce que tu résistes. Est-ce que là, si vous dites non, c'est en fait tout simplement parce que, moi, je vais vous dire, peut-être il faudrait plus de temps pour discuter et arriver à une représentation commune de ce que c'est enseigner. En fait, vous avez peut-être vu, mais il y a un des objets pour lequel j'ai personnellement beaucoup d'affection et qui n'a pas eu comme ça généré un enthousiasme majeur, c'est les gants de boxe. Pourquoi? Parce que, en fait, un des aspects importants dans ce processus d'apprentissage par la coopération, c'est justement la notion de confrontation des points de vue. Et dans le fond, cette petite manipette que nous venons de faire ensemble, elle essaye simplement d'illustrer ça. C'est-à-dire que ce qui va m'aider à changer mes représentations, c'est la confrontation avec d'autres points de vue. Parce que je prends conscience d'autres représentations. Moi, je choisis un objet, je me dis évidemment que c'est un guide de montagne. Et du coup, je me rends compte que parmi mes collègues, il y en a toutes sortes d'autres points de vue qui s'expriment. Je me dis, ah oui, c'est vrai, peut-être il y a autre chose. Et puis en discutant, comme on l'a vu ici, je me dis, c'est vrai. Et vous élargissez quasi automatiquement votre représentation, votre conception de ce que c'est. Et donc ça, cette approche dite socio-constructiviste dans les livres, et cette idée que justement à travers la confrontation des points de vue, des approches, des façons d'analyser les choses, je vais enrichir, élargir ma conception, soit de la situation spécifique, soit plus globalement d'autres choses. Et donc ça veut dire que dans cette logique-là, l'apprentissage est une co-construction, c'est-à-dire qu'on construit ensemble à travers ces échanges. Et donc ça veut dire bien sûr effectivement qu'il va falloir faire ça. Donc en fait, ce qu'on voit que si ça fonctionne, la coopération dans l'apprentissage, c'est parce que ça s'appuie sur des ressorts principaux du mécanisme d'apprentissage, c'est-à-dire l'activité de l'apprenant, de l'apprenante, son implication active et en même temps la confrontation des points de vue et des perspectives. Alors, on discutera un tout petit peu après la notion de confrontation. Ça ne veut pas nécessairement dire conflit, même si on parle parfois de conflit socio-cognitif, mais il peut des fois y avoir des situations un petit peu plus critiques. Et donc, ça, c'est le premier aspect. Donc, c'est à travers cette confrontation de points de vue, à travers cette implication, qu'on va pouvoir apprendre. Mais est-ce que ça suffit pour que ça marche tout seul? On sait très bien que
le groupe a une efficacité. Vous voyez, les fourmis, elles transportent 10 fois leur poids parce qu'elles arrivent à s'organiser et à collaborer. Mais en réalité, ça ne marche pas tout seul. Et donc, c'est quelques points que j'aimerais évoquer avec vous maintenant, en s'appuyant sur les éléments qui font qu'un groupe va fonctionner. Alors, je repartirai d'une situation un peu nigaude, qui est de dire, voilà, si vous mettez des gens dans un bus, ça fait des gens dans un bus, ça ne fait pas une équipe. C'est un peu niais de dire ça, évidemment. Mais imaginez une situation un peu différente, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le bus se trouve en difficulté. Par exemple, bon, ici ça n'arrive pas trop, mais il y a de la neige et il faut que tout le monde descende pour pousser le bus pour passer le virage. Et alors on s'organise, il y en a qui vont devant, derrière, il y en a qui se parlent, etc., etc. Et le bus repart. Et les gens reviennent dans le bus et vous imaginez bien que le climat dans le bus est complètement différent. Pourquoi? Parce qu'en quelques minutes, on a créé les conditions fondamentales de la constitution d'une équipe. Et ces deux conditions fondamentales sont les suivantes. C'est d'une part la constitution d'un objectif collectif, et je reviens sur cette notion dans un instant, et des interactions. Et c'est ces deux choses qui sont fondamentales pour créer une équipe. D'accord? Et ce qui est intéressant dans cette notion, c'est que cette équipe va avoir de l'énergie. Parce qu'en réalité, on a tous et toutes d'énergie disponible, celle que le patron nous achète et des fois ne nous paye pas cher, mais on a une énergie disponible. Et cette énergie disponible, elle va être polarisée, elle va être attirée par justement cet objectif collectif et ses interactions. Donc, à travers cet objectif collectif et ses interactions, on va pouvoir avoir de l'énergie pour le groupe. Mais cette énergie, elle va être utilisée. Alors, je fais simple, mais elle va être utilisée dans une énergie qu'on peut dire de production, c'est-à-dire que le groupe va utiliser cette énergie pour atteindre son objectif, c'est-à-dire s'organiser, planifier, etc., suivre les projets, vous savez très bien. Mais elle va aussi utiliser son énergie pour réguler ces interactions, parce que vous savez très bien que coopérer, ça prend de l'énergie, ça... communiquer, dépasser des conflits, décider, tout ça prend beaucoup d'énergie. Alors ce que j'aimerais souligner ici, c'est que comme vous le voyez, l'objectif collectif et les interactions sont à la fois les sources et les consommateurs de l'énergie du groupe, ce qui veut dire que si l'objectif collectif n'est pas vraiment collectif ou qu'il n'y a pas d'adhésion, ou que tout est consommé par des interactions qui sont mal régulées, eh bien les choses ou s'atrophient ou implose. Puis il y a un autre cas de figure qu'on peut observer chez les étudiants et les étudiantes, c'est que dans le fond, l'objectif, c'est des interactions. Donc ça veut dire, ouais, on va faire un groupe ensemble parce qu'on s'entend bien, puis ça sera sympa, puis on ira manger des pâtes, etc. Et en réalité, évidemment, le système s'épuise assez rapidement parce que ça ne suffit pas. Je voudrais revenir un instant sur cette notion d'objectif collectif. Parce que, en réalité, il y a plusieurs façons de voir des objectifs. On peut avoir un objectif évidemment individuel, ça tout le monde comprend. On peut avoir des objectifs communs, ça peut être des objectifs individuels qu'on a en commun, mais où il n'y a pas d'interdépendance. Par exemple, je pourrais décider avec Benoît qu'on veut jouer une sonate de Schubert. Bof, il y a peu de chances que j'y arrive. Lui, je ne sais pas. Mais dans le fond, que lui y arrive ou pas, ça ne change rien pour moi et réciproquement. C'est juste un objectif commun. Et c'est souvent ce qui se passe quand on a des groupes d'étudiants qui discutent, ils essayent de comprendre, ils essaient de faire quelque chose, mais dans le fond, ils ont quelque chose en commun qui n'est pas nécessairement collectif. La notion d'objectif collectif est intéressante et c'est là où en réalité on peut parler de coopération, en ce sens que c'est un résultat qu'on ne peut pas atteindre tout seul. Il est collectif parce que je ne peux pas y arriver tout seul. On le voit dans un certain nombre de projets où chacun doit contribuer et c'est ce qui se passe. Donc ça, c'est un élément qui est très important parce que pour certains auteurs, c'est seulement là qu'on peut vraiment parler de coopération. Donc coopération est un mot qui est utilisé des fois de façon plus large. Moi, je l'ai ici dans une idée d'interaction en vue d'un objectif. Et on connaît toutes les formes, vous connaissez toutes les formes, ça a déjà été évoqué, l'apprentissage par projet, l'apprentissage par problème, l'enseignement par les pairs, enfin tous ces éléments-là. Mais ce qui est proprement de la coopération, selon un certain nombre d'auteurs, c'est les situations où personne ne peut y arriver tout seul et où chacun doit avoir sa contribution. Donc ça, c'est évidemment
Qu'est-ce qui se passe là? Je me suis trompé de sens? Non. Bon. OK. Le deuxième aspect que je voudrais souligner, c'est l'importance des valeurs. Qu'est-ce qu'il fait là? Ouais. C'est l'importance des valeurs parce que, en fait, la culture d'équipe repose aussi sur un certain nombre de valeurs. Et donc ces valeurs sont très importantes parce que c'est elles qui vont déterminer les règles du jeu des interactions, de la façon dont on va travailler ensemble, de la façon dont on va communiquer, de la façon dont on va décider, ça va être déterminé à travers ces valeurs qui sont implicites ou explicites. On le sait, cette collaboration va prendre beaucoup d'énergie, on l'observe individuellement ou on l'observe chez les étudiants et les étudiantes. Et donc, c'est important de clarifier ces règles du jeu des interactions. Et c'est très important de les clarifier aussi parce que ce qui est important dans la coopération, bien sûr, c'est d'instaurer un climat de confiance. Hein, c'est trivial, parce que s'il n'y a pas de climat de confiance, il n'y a pas de coopération. Et je dis en passant qu'en fait, quand je suis dans un climat de confiance, j'ai beaucoup plus d'énergie disponible pour le groupe parce que sinon, j'en garde pour moi pour me protéger. Et alors, je voudrais juste faire une brève... clarification, en quelque sorte, autour de la notion de confiance, pour rappeler que, en fait, la confiance, elle se construit sur la vérification. En fait, je fais toujours un pari quand je fais confiance. Je fais un pari initial. Je fais le pari que Marcel ne va pas m'agresser si je dis une bêtise dans le groupe de travail. Et puis, du coup, je dis ma bêtise. Enfin, je ne suis pas sûr que c'est une bêtise, mais je dis ce que je veux. Et puis, je vérifie que Marcel ne m'agresse pas quand, effectivement, j'ai dit quelque chose. Il a peut-être considéré que ce n'était pas tout à fait adéquat, mais il a accepté. Et de ce fait-là, je vais avoir confiance parce que je vérifie qu'il respecte un certain nombre de règles du jeu et donc je vais pouvoir faire un pari plus audacieux, peut-être justement être plus créatif parce que je n'ai pas peur de me faire insulter ou ridiculiser par la suite. En revanche, si la personne dit « non mais c'est pas possible, tu ne vas pas faire des choses comme ça », évidemment... je vais faire un pari plus petit et je vais me méfier par la suite. Donc, j'insiste là-dessus parce qu'en fait, pour créer une coopération, il faut créer un climat de coopération et le climat de coopération, il repose sur des valeurs. Et ces valeurs s'expriment dans ces règles du jeu. Et si ces règles du jeu sont explicites à l'avance, sont connues de tout le monde, alors ça permet de construire la confiance. Maintenant, il y a un autre aspect que j'aimerais évoquer. C'est un tout petit peu rapidement, mais c'est la question du leadership. Parce qu'en fait, très souvent, on observe dans ces fonctionnements d'équipe, et vous le savez très bien, des jeux de pouvoir en quelque sorte. Et j'aimerais justement insister sur la distinction entre ces notions de prise de pouvoir et de leadership. Alors, j'insiste parce que dans nos cultures francophones, on a des fois des visions un peu biaisé de ces notions. Par exemple, on dit allez, il est leader sur le marché des fraises, ça veut dire c'est celui qui vend le plus de fraises. En fait, ça n'a pas de relation avec le phénomène de leadership. Et quand on a commencé à introduire ça, on disait ça c'était les relations qui existaient dans des groupes, et puis après on a inventé le leadership, et puis alors évidemment tout s'est bien passé. En fait, c'était juste un chef cool, et ça n'a rien à voir avec le phénomène. Alors, j'aimerais juste souligner, le leadership, c'est un phénomène collectif. On est dans un groupe, et quand on est dans un groupe, on essaie de s'influencer mutuellement. Et si les autres acceptent mon influence, à ce moment-là, j'ai le leadership. Parfois, on a tendance à dire qui c'est le leader. Même des fois, j'ai entendu des partis politiques qui disent on va désigner un leader. Ça n'a pas de sens. C'est je suis dans un groupe et si le groupe accepte mon influence, momentanément, pendant ce temps-là, j'ai le leadership. Alors peut-être que certains l'ont plus souvent que d'autres, etc. Mais la notion pour moi qui est importante et que j'aimerais souligner, c'est la notion de circulation du leadership. C'est-à-dire que dans le fond, à un moment donné, chacun, en fonction de ses motivations, de ses compétences, va pouvoir entraîner l'équipe vers son objectif. Et ça peut être parce que moi, je suis bon organisateur, ou bien ça peut être parce que j'ai des connaissances techniques, ou bien ça peut être parce que j'arrive à détendre l'atmosphère. C'est pas grave. Je vais pouvoir faire avancer l'équipe. Et l'exemple que j'aime bien, mais qui apparemment n'est pas très parlant, enfin, peut-être en Bretagne, il y a beaucoup de cyclistes qui viennent de Bretagne, ça marche, c'est l'échappée en vélo. Vous avez déjà vu les échappées en vélo? Quand ça marche bien, c'est quand chacun prend son tour, mais ce n'est pas nécessairement la même durée. Certains, c'est les côtes, certains, c'est les descentes. Et ça, c'est une notion qui est très importante. Mais pour que ça marche,
il est important que l'objectif collectif soit clair. Si vous avez une réunion de collègues et puis vous vous rencontrez parce que vous devez discuter des examens et que tout d'un coup, Julie, à 10h moins le quart, dit « Bon, maintenant, il faut absolument qu'on décide une grille ». Vous vous dites « Attends, Julie, qu'est-ce qui te prend là? Tu te prends pour la doyenne de la faculté ?» Vous n'avez pas ça, vous avez des directrices de composantes. Vous, hein. Je suis étranger, pardonnez-moi. Et ça se passe, mais en gros, sous-entendu, mais est-ce que tu veux prendre le pouvoir? Alors que, je vais finir cette illustration, alors que si vous avez décidé à 8h qu'à 10h, il faut qu'on ait décidé sur la grille qu'on va utiliser, exactement la même intervention, quand Julie, à 10h moins le quart, a dit « il faut qu'on se décide sur une grille », tout le monde voit que son intervention nous aide à aller vers l'objectif collectif. Et donc, c'est quelque chose qui est important parce que, en fait, bien souvent, des tensions dans les équipes sont parce que on n'arrive pas à être suffisamment au clair et à voir en quoi cette intervention nous conduit vers l'objectif. Alors, si on regarde ce qui apparaît à ce niveau-là, excusez-moi, ça... Ce qui touche à l'objectif, vous voyez, les éléments importants, c'est la clarté et l'adhésion à l'objectif collectif. Et j'ai vu beaucoup de situations d'étudiants et d'étudiants dans des groupes de projets où, en fait, ça ne marchait pas parce qu'ils ne s'étaient pas assez clairement mis d'accord sur à quel résultat précisément ils voulaient arriver, leurs exigences en termes de résultats, etc. Et vous voyez le reste, clarification des rôles, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on imagine. Et au niveau des interactions, c'est évidemment la clarté des règles du jeu qui sont là. Alors, si on regarde les éléments qui sont importants pour un apprentissage collaboratif, coopératif, eh bien, si on regarde la littérature là-dessus, et là, je m'appuie sur une méta-analyse récente de 2016, on voit 5 facteurs clés qui sont mis en évidence. En fait, le premier, c'est structurer l'interdépendance positive. Ça fait chic, mais ça veut dire en fait s'organiser, c'est-à-dire clarifier qui a quelle contribution par rapport à cet objectif collectif. C'est-à-dire qu'on voit bien quelle est la contribution de chacune et de chacun par rapport à cet objectif collectif. Les autres les éléments, comme vous le voyez, ils découlent directement de ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, dans le fond, ce que je veux dire ici, c'est que ce qu'on a pu observer sur les conditions pour un apprentissage coopératif sont très, très proches de ce qu'on trouve et de ce que j'ai évoqué pour le fonctionnement plus général des équipes. Faciliter de l'interaction et apporter de l'aide aux autres. La responsabilisation individuelle qu'on a déjà évoquée, et dans cette idée... le collègue québécois parle souvent de redevabilité, c'est-à-dire je dois rendre des comptes de ce que je fais, qui est évidemment un élément important, des compétences sociales liées aux interactions, et un élément important, le processus d'auto-évaluation du groupe, c'est-à-dire savoir où on en est, savoir comment on progresse, savoir ce qui n'est pas clair. Je reviens là-dessus un peu plus tard. Mais évidemment, les groupes, comme vous le savez, ça a des... Mais qu'est-ce que je fais là ? Excusez-moi, Voilà. Ça a une vie. Et il y a... Bon, il ne faut pas que je me trompe de machin. Voilà. Et en fait, il y a... Alors, les auteurs découpent ça en un nombre de phases variables. Vous savez pourquoi. Il faut que tout le monde fasse carrière. Mais en réalité, on retrouve toujours la même chose. À un moment donné, il y a toujours un creux dans la vie d'une équipe. Et ce creux-là... Il peut intervenir dans un travail d'1h30, mais il peut travailler sur un travail de 6 mois. Et dans le fond, ce creux-là, qui correspond à une phase d'insatisfaction, il correspond à ce moment où on ne sait plus pourquoi, qu'est-ce qu'on fait, où on en est, etc. etc. Et je vous rends attentif à cet aspect en tant qu'enseignant ou enseignante, parce qu'en réalité, c'est un groupe, et dans ce creux, ils ont beaucoup de mal à en sortir tout seuls et tout seuls. Ils auront besoin de 2 choses, de direction et de soutien. Et la direction, c'est évidemment l'objectif, le résultat auquel on doit parvenir. Et le soutien, c'est des méthodes, c'est des ressources et potentiellement des encouragements. Donc, c'est important d'observer ce qui se passe et à un moment donné intervenir parce que cette dynamique intervient et ne se résout pas nécessairement toute seule, sauf si les leaderships dans le groupe s'exercent bien. Alors, on dit, bon, ben, tout ça c'est bien, mais maintenant on a des étudiants et des étudiantes qui, c'est une nouvelle génération, puis ils sont très centrés sur eux, ils ne sont pas très intéressés
à s'occuper des autres, sont centrés sur leurs besoins, ce qu'on appelle la fameuse génération Z. On ne sait pas très bien la réalité de cette génération, comme XY d'ailleurs, mais il y a un certain nombre d'enquêtes, assez nombreuses, qui mais décidément, qui essaie d'identifier les caractéristiques que vous voyez apparaître ici. Je ne veux pas donner des détails, mais ce qui m'intéresse ici, c'est qu'en fait, cette génération est en réalité, si on regarde aussi certaines enquêtes, très preneuse pour les aspects de groupe. Vous voyez ici que étudier avec des amis, 80%, étudier ensemble, c'est mieux, 67%, etc. Et quand vous regardez les outils qui sont favorisés pour l'apprentissage, vous voyez que en fait, la discussion en classe, le travail en petits groupes est quelque chose qui est privilégié, y compris par les nouvelles et les nouveaux étudiants. Donc il y a un intérêt, il y a une envie de le faire, mais j'aimerais souligner ça aussi. Il y a beaucoup de recherches qui montrent que c'est pas parce que ils aiment ça qu'ils vont savoir le faire. Et en réalité, je pense que c'est important de garder à l'esprit que les étudiants et les étudiantes ont besoin d'accompagnement pour travailler en équipe. Ce n'est pas spontané, il y a des groupes qui vont se débrouiller mieux que d'autres, mais ce n'est pas spontané. Ça veut dire qu'on doit penser à des ateliers pour les aider à préparer ça. On doit penser peut-être à des guides. Par exemple, chez nous, c'est juste pour illustrer, on avait fait un petit 4 pages pour donner quelques repères, qui était d'ailleurs suite à un atelier. Et donc je pense qu'il faut sortir de l'idée que de toute façon ils savent. Il y a pas mal de recherches qui montrent non, ils ne savent pas. Et donc on doit les aider, les accompagner pour travailler en groupe. Et alors, un des éléments qui est important et qui est un outil qui est de plus en plus utilisé, peut-être, je suis sûr que certains parmi vous l'ont déjà utilisé, c'est la notion de contrat d'équipe. Parce que justement, on a évoqué tout à l'heure l'importance de clarifier l'objectif collectif, l'importance de clarifier les règles du jeu. Eh bien, on peut le faire à travers ce qu'on appelle un contrat d'équipe. Ici, je vous mets quelques éléments qui apparaissent régulièrement dans les contrats d'équipe. Je ne vais pas lire ce que vous lisez 3 fois plus vite que moi. Ces éléments-là, chacun décide en fonction de son contexte, mais ils sont importants parce qu'ils aident aussi l'équipe au départ à prendre conscience des engagements, prendre conscience des contributions qui sont attendues et un certain nombre de choses comme ça. Et je pense que c'est un élément qui permet de discuter avec eux les enjeux du travail en équipe. Mais voilà, nous sommes au XXIe siècle, semble-t-il. Et évidemment, il y a l'utilisation de la technologie. En réalité, bien sûr que la technologie permet une coopération asynchrone, délocalisée, permet une forme d'ubiquité, mais en réalité, les mêmes principes vont s'appliquer. Et il y a toutes sortes, évidemment, vous le savez, de recherches là-dessus qui montrent qu'en réalité, il y a besoin d'interventions assez soutenues des enseignants et des enseignantes pour que cette collaboration virtuelle fonctionne. Sinon, il n'y a pas d'élaboration, les gens ils mettent un commentaire mais qui n'est pas lié aux autres. Enfin, vous avez observé, je suis sûr vous-même, la nécessité pour vous de vous impliquer dans ce processus. Et alors, César Coll et ses collègues, il y a quelque temps, ont essayé d'analyser ça, je vous la fais courte, et ils ont identifié 3 éléments qui sont importants. C'est la nécessité pour les enseignants et les enseignantes de donner des feedbacks sur le contenu à maîtriser. Est-ce que donner en disant oui, ça c'est ça, mais creuser encore là-dessus? Est-ce qu'il y a d'autres hypothèses? Enfin, vous connaissez très bien ces démarches qu'on doit faire de la même façon en distance, sur la façon d'aborder la tâche, qu'on doit faire comme on pourrait le faire dans un groupe de TD ou une autre situation, et aussi également sur la participation. Ce que j'aimerais dire ici aussi, un peu, note un tout petit peu négative en quelque sorte, c'est que dans le fond, tous les étudiants et les étudiantes ne sont pas nécessairement fans de la coopération et du travail en groupe. Alors certains, c'est parce que, bon, peut-être ils sont un peu individualistes, d'autres, c'est pour d'autres raisons que j'évoque ici, d'après une analyse qui avait été, j'en mentionne une, mais on retrouve ça souvent. Ils ne sont pas très d'accord parce que leurs collègues n'ont pas fait ce qu'il fallait, les discussions ne sont pas élaborées. En fait, ça crée une forme de confusion et j'aimerais insister sur les 2 derniers aspects
qui est que certains voudraient la bonne réponse des profs et peur de ne pas avoir la bonne réponse. Et je suis sûr que quand vous avez l'une et l'autre d'entre vous essayé de faire des travaux de groupe, quand vous demandiez les réponses dans les groupes, il y a certains groupes qui n'écoutaient pas du tout, ils attendaient que vous donniez votre réponse. Et là, ça renvoie à un élément que je pense est intéressant à garder à l'esprit, je vais l'évoquer très rapidement, c'est la notion de niveau épistémique. Bon, déjà, ça fait chic, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, dans le fond, et là, je me réfère à Perry, qui était un des premiers qui a dit ça, mais évidemment, encore une fois, il y a plein de gens qui s'intéressent à ça, c'est l'idée qu'on évolue dans notre relation à la connaissance. Et en particulier, pour faire court, il y a ici une première étape qui est une étape de dualisme, c'est-à-dire que l'étudiant et l'étudiante a l'idée que la connaissance, elle est circonscrite, et que c'est l'enseignant ou l'enseignante qui la connaît, et donc s'il y a une réponse, et c'est lui ou elle qui la connaît, et donc si j'ai raison, tu as tort, on ne peut pas avoir de réponse. Puis après, poursuivant leur cursus académique, ils se rendent compte que, dans le fond, deux enseignants-enseignantes ont des avis différents sur le même sujet. Donc la conclusion, c'est en fait, je pense ce que je veux, forme de multiplicité. Et puis après, les choses évoluent encore, enfin dans l'idéal, et en réalité, elle se dit « Ah, mais dans le fond, je me rends compte que c'est vrai dans ce cas-là, mais pas dans ce cas-là, etc. » et une forme de relativisme qui apparaît. Et c'est important parce qu'en fait, on avait fait d'ailleurs des recherches là-dessus, et on se rend compte que dans un groupe d'étudiants et d'étudiantes d'une même année, d'une même faculté, on a des grands écarts, et on a des étudiants de troisième année, par exemple de médecine, qui sont dans une position très dualiste, qui attendent la réponse du prof, alors que d'autres, dans le même cursus, plus ou moins le même âge, sont dans une position beaucoup plus relativiste. Et évidemment que si vous avez ces écarts qui ne sont pas explicités, eh bien ça crée des tensions dans les groupes, parce qu'évidemment il peut y avoir des conflits qui sont liés à des valeurs, évidemment, mais aussi à ces décalages sur la contribution des unes et des uns dans le groupe. Et donc c'est important d'accompagner les étudiants et les étudiantes pour réfléchir sur ces questions, pour les aider à prendre conscience de ces différences à travers les débats que vous pouvez avoir avec eux, pour les amener à changer leur représentation sur cette relation à la connaissance. Et puis je voudrais dire un petit mot, puisque j'entends que la mode en France, puis il y a une majorité de collègues français, la mode en France, c'est l'approche programme, hein, tout le monde fait de l'approche programme, c'est bien. Enfin, je sais bien, j'en sais rien, mais tout le monde en fait. Et ce que je veux simplement dire avec ça, c'est qu'évidemment, l'approche programme suppose un travail en équipe qui n'est pas nécessairement la culture de base de l'académique moyen. Et donc, ça devient un impératif, ça devient quelque chose de quasi incontournable. Et en réalité, ce que je veux dire ici, c'est que tout ce que je vous ai raconté sur les équipes et avec les étudiants et pour les étudiants, en fait, s'applique exactement de la même façon pour votre collaboration, votre coopération avec les collègues dans les équipes, dans les départements, etc., etc. Et donc, les mêmes repères sont tout à fait utilisables. Bon. Je voudrais juste évoquer ici, ça c'est juste une illustration, en fait, c'est important de garder à l'esprit que la coopération et les travaux en groupe ne sont pas une panacée. Je vous montre ici une analyse, c'est Blatt qui a fait ça il y a un certain nombre d'années maintenant, où il a comparé, dans un cas, il y a, vous voyez, 94 études où on s'intéressait à est-ce que la transmission de connaissances se fait mieux à travers des groupes, des discussions ou pas, et au contraire, quand il s'agit de développer la pensée critique. Alors, il faut faire attention parce que ce n'est pas les mêmes totaux, mais de toute façon, il n'y a pas d'ambiguïté. Simplement, c'est l'idée que la coopération, le travail en des groupes vise des objectifs spécifiques. Et les principaux éléments que je voudrais évoquer ici, les trois raisons principales que j'aimerais évoquer, c'est d'une part, quand on s'agit de renforcer l'apprentissage, à travers de la confrontation, mais il faut s'assurer qu'elle fonctionne bien, à travers l'implication active, mais il faut s'assurer que ça se passe. Quand on veut utiliser les ressources des membres du groupe, évidemment, techniques ou autres, et pour un apprentissage spécifique. C'est difficile d'apprendre à travailler en équipe tout seul. Alors, simplement, vous amenez à poser cette question. Dans le fond, c'est un investissement de faire travailler les étudiants en groupe, en équipe, de façon coopérative. Est-ce que ça correspond bien à une situation où ça va apporter quelque chose d'important? Et enfin, j'aimerais terminer par quelques éléments sur la pérennisation de ces apprentissages. Parce qu'en fait, je disais,
et c'est validé par un certain nombre de recherches, qu'en fait, ils ne savent pas nécessairement travailler en équipe, mais même si ils travaillent sur un projet, ils travaillent de façon coopérative, ça ne veut pas dire qu'ils vont transférer ça par la suite. Bon, nous avons tous envie que nos étudiants et nos étudiantes s'insèrent dans un marché de l'emploi. Et quand on regarde ce que les employeurs demandent en priorité, il y en a un qui revient presque toujours, c'est savoir travailler en équipe. Là, ce que je vous montre là, c'est une synthèse de 25 à peu près très grandes enquêtes européennes, françaises, mondiales, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui revient. Et en fait, ils ne savent pas. J'illustre ici, au niveau du gouvernement fédéral, il y a une enquête tous les 2 ans sur les anciens étudiants. Et il y a une liste de compétences et on leur dit, est-ce qu'on vous a demandé ça et est-ce que vous l'aviez? Eh bien, la compétence qui est dans le coin ici à gauche, qu'on leur a demandé et qu'ils n'ont pas, celle qui revient toujours, c'est collaborer de manière fructueuse. Et donc, ça pose la question de la capacité à faire des liens entre une situation d'apprentissage et le transfert dans une situation professionnelle. Donc, la notion de transfert, vous pouvez en causer avec Denis à midi avec Denis à midi, c'est cette idée que je peux utiliser dans un autre contexte quelque chose que j'ai appris ailleurs. Et ça m'amène à évoquer très rapidement la notion d'apprentissage expérientiel. Vous savez tous que Newton a découvert la loi de la gravité en ramassant une pomme sur la tête. Plein de gens ramassaient des pommes sur la tête sans trouver la loi de la gravitation. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça ne suffit pas d'avoir une expérience. Et c'est un élément sur lequel je voudrais beaucoup insister. Ça ne suffit pas d'avoir une expérience pour apprendre. Pour apprendre, il faut passer par un processus. Alors, le processus réflexif le plus classique était évoqué par Kolb, qu'on cite souvent, mais il y en a encore une fois plein d'autres, et vous le voyez ici décrit. Je fais une expérience, je travaille en équipe, et puis j'observe qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Puis je passe par une phase de compréhension plus globale, comment je peux comprendre, comment je peux analyser ça par rapport aux repères que j'ai, etc. Puis je vais essayer ça dans une nouvelle situation. Et ça peut aussi se passer au niveau d'une communauté d'apprentissage où d'autres vont pouvoir me donner des feedbacks et d'autres vont pouvoir me donner d'autres perspectives. Et dans le fond, on dit que les étudiants et les étudiantes ne sont pas nécessairement conscients ou conscientes de cette difficulté qu'ils ont. Alors ça m'intéressait d'évoquer avec vous cette espèce de petite formalisation. On ne sait pas très bien qui l'a faite. Il y a un texte de Broadwell dans les années 69, mais ce n'est pas très clair. Mais cette idée que l'apprentissage, il passe par 4 phases comme ça. Je suis d'abord dans une phase d'incompétence inconsciente. Ça n'a évidemment rien à voir avec Freud et le pénis de la grand-mère. Mais c'est je ne suis pas conscient de mon incompétence. Et je passe ensuite dans une phase d'incompétence consciente. Et c'est à partir de ce moment-là que l'apprentissage commence. Puis évidemment, une phase de compétence consciente et de compétence inconsciente, c'est-à-dire je fais les choses sans le savoir. Et alors, ce qui est intéressant peut-être à avoir à l'esprit, c'est que dans le fond, ce qui va me permettre de prendre conscience de cette difficulté, c'est les feedbacks, c'est l'observation, c'est l'évaluation, la confrontation à la réalité. Et donc, c'est revenir sur un aspect qu'on a évoqué plus tôt, c'est comment on invite les équipes à observer ce qui se passe, à voir les dysfonctionnements que peut-être elles ont, à envisager des choses comme ça. Puis, ce qui va me permettre de passer, c'est des recours à des modèles, à des repères, une analyse réflexive sur ce qui s'est passé. Il y a évidemment une convergence avec ce que j'ai dit avant, puis ensuite la multiplication des expériences. Mais l'aspect vraiment important que je veux souligner, c'est qu'il n'y aura pas d'apprentissage à partir de cette expérience si ce n'est pas accompagné et généralement soutenu par l'enseignant, l'enseignante, un processus réflexif en ligne avec l'apprentissage expérientiel. Le dernier point que j'aimerais souligner, en fait, correspond tout à fait à ce que vous avez évoqué. Je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure dans le rose, là, guide, c'était le score le plus élevé. Et en fait, ça correspond tout à fait à une posture, en quelque sorte, qui est très importante. Mais si vous êtes ici, c'est que vous avez compris ça. C'est qu'en réalité, l'apprentissage coopératif et la coopération avec les étudiants, je vais faire ça rapidement, ne peut pas se passer sans un changement de posture. Là, j'essaie d'illustrer un peu cette relation entre enseignant, enseignante, étudiante et à la connaissance, pour dire, dans le fond, il y a un endroit où je suis tout à gauche, l'enseignant ou l'enseignante, c'est la personne qui sait, qui a les réponses.
Alors que si je suis tout à droite, je ne sais pas nécessairement, ou je sais, mais je vais solliciter les ressources des étudiants et des étudiantes, mais je connais les questions. Et vous voyez que la posture est très différente, c'est-à-dire dans un cas, je pose des questions et j'attends les réponses. Dans l'autre cas, les questions que je pose, c'est pour faire réfléchir. Évidemment, c'est un continuum, et puis on peut se balader à travers ça. Ce qui est une notion ici que je pense les gens qui sont ici savent bien, mais qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on doit se situer en tant que facilitateur d'un processus, ce que je pense est lié avec le choix que vous avez fait, la position de guide, pour que ça fonctionne. Et je voudrais juste évoquer certains travaux qui montrent qu'en réalité, certains enseignants et enseignantes ont des difficultés, mais même les jeunes tuteurs ont les mêmes difficultés. C'est un petit peu d'anglais pour finir. En fait, ils se comportent souvent comme des profs juniors en réalité. Et donc, c'est tout ce travail sur le questionnement, sur ces approches qui vont aider les étudiants et les étudiantes à réfléchir, à s'approprier, à élaborer les éléments. Donc, pour résumer en quelque sorte, si vous devez dire à votre grand-mère ce que j'ai raconté ce matin, 3 éléments. Le premier, c'est qu'il y a un intérêt qui est clair, mais que vous savez ici si vous êtes là, un intérêt démontré des interactions et de la coopération pour l'apprentissage. Mais pour que ça fonctionne, il faut attacher une grande importance à l'objectif collectif, aux valeurs et aux interactions. Et pour que ça perdure, il faut mettre en place un processus d'apprentissage expérientiel. Et puis, comme disait Henry Ford, se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble, c'est la réussite, et je vous souhaite beaucoup de réussite. Merci. Merci pour cette avalanche de conseils et d'informations. C'est extrêmement riche. On a le temps pour quelques questions, si vous en avez. Il y a un droit à un micro qui va circuler dans la salle. Non, il va même y en avoir 2. Vous utilisez les petits micros là, ça sera super. Alors, je peux me déplacer. Faites bien signe pour qu'on vous voit bien. Moi, je vais en poser une si tu veux bien. On a beaucoup discuté sur les aspects de l'objectif commun. On a beaucoup discuté sur l'objectif commun et l'importance de cet objectif commun. Alors, moi, je pose la question, dans un dispositif d'apprentissage coopératif, le but est l'apprentissage qui est évalué individuellement. Alors, en termes de coopération, est-ce que ça ne pose pas un problème? Oui. Alors, là, vous entendez ce que je dis? Bon, c'est pas si grave. Alors je vais parler fort. Non, regarde, si tu te mets comme ça, tu n'as pas besoin de te pencher et tu vas être très bien. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il faut effectivement clarifier, comme disait Benoît, il faut clarifier l'objectif de l'apprentissage. Dans le fond, est-ce que l'objectif, c'est un objectif d'un apprentissage strictement de la coopération ou c'est un autre objectif? Mais je voudrais juste revenir sur ce que tu évoquais par rapport à l'évaluation, c'est qu'en réalité, comme on l'a vu, il y a un objectif collectif, mais il y a en même temps la clarification d'une contribution individuelle. Et de mon point de vue, mais il y a peut-être d'autres avis dans la salle et on pourra aussi discuter dans les séances, je pense que c'est intéressant dans ce cas-là, en termes d'évaluation, d'à la fois valoriser en quelque sorte la réussite collective, mais aussi de pouvoir identifier et valoriser la contribution individuelle, ce qui nécessite aussi de bien clarifier les choses au début et donc, pour faire court, d'avoir 2 notes même en quelque sorte. Tu veux dire une note collective, une note individuelle? Oui, c'est ça. Et on les combine comment? Ben, comme tu veux. Non, mais je veux dire, ça dépend de la pondération que tu veux donner aux choses, si tu veux. Ça dépend des enjeux, ça dépend... il y a toute une littérature et de mécanique là-dessus. Oui, merci pour cet exposé. Une des notions, je suis ici, une des notions qui m'a semblé compliquée à transférer, c'est le leadership, comment réellement le transcender et sortir du paradigme classique. Et, enfin, on n'est pas dans le monde de Mickey en général, les groupes. Il y a un leader qui est à la personne centrale, qui a du charisme, et c'est très très difficile. Enfin, pour participer à différentes expériences de projets d'enseignement collaboratif,
c'est quand même souvent difficile à transformer cette notion de leader. Ouais. Alors, techniquement, comment faire? Alors, je rechigne toujours, mais c'est un peu une posture, à utiliser la notion de leader parce que ça fige un peu les choses. En fait, ma lecture de ça, c'est que chacun a des sources de leadership. Le charisme est évidemment une source essentielle de leadership. Mais on a aussi une expertise et une source de leadership, ou d'autres éléments sont des sources des positions hiérarchiques, sont des sources de leadership, etc. Pour moi, la façon d'évoluer par rapport à ça, c'est de bien clarifier les règles du jeu des interactions. Et quand on s'embarque au début du travail, de peut-être un peu plus prendre de temps pour discuter sur les valeurs communes, sur les contributions attendues des uns et des autres, et de s'assurer, OK, on est d'accord sur cet objectif collectif, quelle est la contribution et comment on va s'organiser, comment on fait le point par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il faut des mécanismes de régulation et d'évaluation par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il faut des fois faire le point sur le fonctionnement de l'équipe, il faut faire le point sur, si on dit ça serait important que tout le monde puisse contribuer, comment on s'assure que c'est effectivement le cas? Est-ce qu'il faut créer une fonction? Par exemple, si on parle, pardonnez-moi, c'est un exemple un peu concret, un peu terre à terre, mais ça peut être par exemple qu'il y a quelqu'un qui n'est pas la personne qui a le plus de charisme, qui va assumer une fonction d'animation dans le projet, dans la collaboration, et qui va s'assurer que le leadership puisse circuler et que ce n'est pas toujours la même personne. C'est un peu terre à terre, mais je pense que c'est lié à ça. On veut faire ça ensemble, voilà les contributions attendues de chacun et voilà les règles du jeu qu'on se donne par rapport à ça. Puisque dans le fond, je n'ai pas développé là-dessus, mais la coopération, elle repose sur un certain nombre de valeurs qui sont là, sur la solidarité, l'engagement, le respect des autres, l'écoute. Enfin, on voit bien toutes les valeurs qui sont intrinsèquement liées à la notion de coopération et qu'on doit retrouver aussi à travers cette circulation du leadership. Parce que chacun est un peu porteur ou porteuse de plus de certaines valeurs que d'autres. Il y a encore d'autres questions? Oui, alors j'ai réussi à avoir le micro. Alors je suis tout là-haut, à votre gauche, tout en haut. Je vais me lever. Voilà. J'avais juste une petite question. Dans votre présentation, pour laquelle je vous remercie, vous avez beaucoup parlé d'apprentissage, mais j'ai à aucun moment entendu parler de la répétition pour l'apprentissage. Et pourtant, il me semble que c'est difficile d'envisager un apprentissage qui soit durable, justement, si on ne passe pas par un certain nombre de répétitions et de redondance dans les choses qui sont faites pour que la chose reste. Et en plus, cette question paraît d'autant plus importante que justement le travail de groupe, d'un point de vue tout à fait logistique, n'est pas toujours très facile à organiser. Et du coup, il n'est pas toujours aussi propice à la répétition que le travail individuel. Donc je voulais avoir un peu votre avis sur ce point-là. Alors, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, il y avait un objet que j'ai enlevé qui était un marteau. qui soulignait la notion de répétition. En fait, vous avez bien sûr raison que la répétition est quelque chose d'important et qui, d'un point de vue des neurones, va faciliter les connexions ultérieures, pour résumer les choses. En réalité, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait dire sur l'apprentissage. Je me suis focalisé sur des éléments qui, de mon avis, expliquaient le mieux pourquoi la coopération favorise l'apprentissage. Et en réalité, je pense qu'on peut quand même voir une notion de répétition en ce sens que, mais pas exactement la même, mais quand un groupe d'étudiants travaille, que quelqu'un d'autre, un autre membre ou un autre membre du groupe explique, mais un peu différemment des choses, il y a une forme de répétition sous une forme différente qui intervient. Mais clairement, c'est un élément important, mais je me suis focalisé plutôt sur des aspects plus spécifiques de la coopération. Oui, un élément qui me paraît très important dans l'apprentissage et dans la coopération, c'est l'alternance entre le travail individuel et le travail collaboratif. Vous n'avez pas du tout évoqué cet élément-là, qu'on ressent pourtant très fort en termes de recherche, que moi je ressens très fort en termes d'enseignement. Je voudrais savoir un petit peu ce que vous en pensez, ce que vous en dites.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, et pardon si ça n'a pas transparu dans mes propos, mais en fait, quand moi je parle d'articulation entre objectifs individuels et objectifs collectifs, et de clarifier ça, ça veut dire aussi que chacun, à un moment donné, peut faire sa contribution. On peut imaginer ça sur des axes, et puis bon, j'ai limité ça, mais évidemment que, parce qu'il y a aussi la notion du rythme auquel les gens travaillent, de leur façon de travailler, qui n'est pas nécessairement homogène ou superposable les unes aux autres. Et c'est pour ça, encore une fois, je reviens là-dessus, je pense que c'est important de bien clarifier à quoi on veut arriver ensemble et qui va faire quoi par rapport à ça, parce que plus cet objet... c'est pour moi une notion qui, je pense, je vous rejoins, c'est que, en fait, plus un objectif est clair, plus, en fait, on a de marge de manœuvre pour arriver à sa façon. Alors des fois, on a l'impression qu'on ne va pas trop clarifier parce que, pour finir, on va brider les gens, etc. Or, en fait, je pense que, je peux prendre un exemple un peu niais, mais si je dis retrouvons-nous ce soir pour manger, ben à part rester ensemble et puis suivre tous le même chemin, on n'y arrivera pas. Si je dis on se retrouve à l'entrée B de la salle Arena à 19h pour aller manger, ben chacun peut faire ce qu'il veut entre-temps, on va se retrouver et on va y arriver. Donc ce que je veux dire, c'est que cette articulation est importante, mais plus c'est clair, plus chacun des étudiants, des étudiantes aura sa marge de manœuvre pour atteindre cet objectif et son autonomie par rapport à sa façon de travailler, etc. Mais je suis tout à fait d'accord, ce n'est pas le collectivisme, la coopération, je vous rejoins tout à fait. Oui, moi j'avais une question, Jacques, sur une diapositive que tu nous avais montrée tout à l'heure sur les most useful. Ouais. Je me souviens plus la fin, mais en tête on avait la discussion de classe, et puis on avait tout un tas d'items qui étaient parfois finalement très individuels, et finalement le travail en petit groupe était assez bas dans ta diapositive, et ça appelle un commentaire, je pense, parce que je suis pas sûr que ça soutienne beaucoup le propos que la collaboration est finalement très mise en avant chez les étudiants d'aujourd'hui. Alors, c'est ça que tu penses? On ne le voit plus, nous, mais... vous ne le voyez plus? Ah ben non, maintenant vous voyez des choses beaucoup plus jolies. Bon, en fait, mais je vois quel tu penses. En fait, moi, c'était plutôt dans l'idée que le discours qu'on entend parfois, c'est que... Voilà, c'est celui-là, hein. C'est celui-là que tu... Donc ça, c'est ce que les étudiants disent. Hein. C'est cette génération, quand on leur demande leur avis, voilà ce qu'ils répondent que pour eux, ils trouvent intéressant ou utile. Maintenant, moi, je l'évoque ici en disant ils ne sont pas nécessairement si individualistes que ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le sont pas du tout. Et en même temps, je pense que c'est ce qu'ils disent. Ça veut dire qu'on a un accrochage au départ. Ça ne veut pas dire non plus que c'est vrai qu'ils vont s'impliquer. Ils disent tous qu'ils sont multitâches, mais ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas multitâches. Et on voit bien les problèmes que ça pose. Donc je veux dire, c'est simplement des éléments pour dire, a priori, ce n'est pas nécessairement un obstacle a priori. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas aussi des choses qu'ils veulent faire de façon individuelle. Je suis d'accord, vous nuancez. Mais mon propos était plutôt de nuancer dans l'autre sens. Ils ne sont pas que individualistes. Merci d'avoir souligné ça. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? C'est le taux de sucre dans le sang qui commence à être bas. Peut-être pour terminer, s'il n'y a plus de questions, moi j'aimerais bien un peu entamer une autre discussion, c'est le droit à l'errance du groupe. Est-ce que, pour l'apprentissage coopératif, est-ce que le groupe a le droit de se tromper, d'aller peut-être apparemment lentement? Mais c'est un droit par rapport à quoi? Par rapport à quelle loi? on dit souvent que ça va moins vite de faire du travail coopératif, ça va plus vite, je prends un discours assez caricatural, ça va plus vite de faire l'enseignement transmissif que de faire du travail coopératif. Alors, ça dépend ce que tu regardes. Si tu regardes qu'est-ce qui est appris et qu'est-ce qui est appris au long terme, tu es obligé un peu de changer malgré tout. Ça veut dire si tu te focalises sur ce que tu dis en tant qu'enseignant, tu peux dire oui, ça va beaucoup plus vite. Si tu regardes ce qui reste un an après, les choses se discutent. En même temps, c'est pour ça que moi je pense qu'il faut quand même réfléchir, est-ce qu'on est dans une bonne situation, un bon cas de figure pour mettre ça en place? C'est-à-dire qu'effectivement,
on utilise des ressources spécifiques, on leur permet d'apprendre des choses qu'ils ne vont pas apprendre autrement. Et on fait des fois des erreurs en pédagogie. Je peux donner juste un exemple. Chez nous, quand on avait introduit l'apprentissage par problème à la faculté de médecine, en fait, on n'avait pas aligné l'évaluation, ce qui fait qu'on leur disait non, mais c'est très bien, vous apprenez un tas de choses vachement utiles, mais à la fin du compte, c'était un QCM, puis le meilleur moyen de réussir, c'était de faire 40 fois tous les QCM des 5 dernières années. Et donc, il y a aussi une question de cohérence par rapport à ça. Donc se dire, est-ce que effectivement, ça a un sens? Est-ce qu'ils ont les ressources pour le faire? Etc. Tous ces éléments sont là. En même temps, bien sûr que ça peut prendre plus de temps. Ce qui est important aussi, c'est d'analyser, c'est de prendre du temps hélicoptère sur le fonctionnement du groupe, voir ce qu'il pourrait améliorer. D'où vient cette errance, dans le fond? Est-ce qu'ils ne sont pas d'accord sur l'objectif? Est-ce qu'ils sont dans un creux de leur développement, etc. Merci. S'il n'y a plus de questions. Oui, bonjour. Je viens de l'école 42, une école sur Paris d'informatique qui a décidé de se débarrasser, dans le terme le plus positif, des profs. C'est-à-dire pas de cours, pas de profs. Les étudiants choisissent eux-mêmes les sujets sur lesquels ils veulent travailler. Ils se forment à l'informatique. On pourra réfléchir peut-être aussi à la facilité de transférer des compétences pour les codeurs sur un ordinateur. Et je voulais vous poser la question de est-ce que finalement pour la collaboration, le principal frein n'est-il pas la position de l'enseignant qui lui-même va rapporter d'une certaine manière un retour à une individualisation de l'apprentissage par la figure tutélaire de l'enseignant et donc supprimer, on va dire écraser un peu le travail collaboratif qui a été induit par le travail en groupe? Oui. C'est un risque, effectivement, mais c'est-à-dire que, moi je nuancerais un tout petit peu l'idée dans le sens que de nombreuses recherches, et beaucoup de recherches sur l'enseignement en ligne et tout en ligne, etc., quand il y a eu la grande vague des MOOCs et autres, montrent que les étudiants et les étudiantes ne sont pas du tout, à part pour des raisons personnelles, fans d'avoir à tout prix tout en ligne, d'être tout seul, de se débrouiller tout seul, et qu'ils aiment bien garder une dimension de collaboration entre eux ou avec éventuellement des enseignants, des enseignantes. Pour moi, l'enjeu, il est autour de la posture de l'enseignant et de l'enseignante. C'est-à-dire, est-ce que effectivement c'est quelqu'un qui est juste la personne qui sait les réponses ou quelqu'un qui crée un dispositif qui permet aux étudiants, aux étudiantes d'apprendre, mais aussi d'apprendre de leurs expériences. Et moi, dans beaucoup d'analyses que j'ai vues, même si les étudiants et les étudiantes sont autonomes et s'ils collaborent entre eux, il y a souvent l'utilité, sinon la nécessité, d'un enseignant ou d'une enseignante qui les aide à progresser, à réfléchir sur leur approche, qui aide à réguler ces mécanismes. Et bien sûr que c'est un obstacle si c'est une autorité qui ne laisse pas la place aux étudiants, aux étudiantes, mais ce n'est pas une nécessité non plus. Bonjour. J'en ai là. Il y a des gens qui ont très faim. Je suis en bas à gauche. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai juste une question de vocabulaire. Justement, on parle de coopération, c'est le sujet du colloque. Et la dernière question a évoqué le mot de collaboration. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence précise à faire? Alors, moi, disons, dans ma façon d'aborder les choses, j'ai employé la notion de coopération dans une notion très large, c'est-à-dire des interactions en vue d'atteindre un objectif. Si on est plus formel, donc ça peut être un travail où chacun fait des choses, mais on échange, on discute. Mais d'un point de vue plus formel, on devrait dire que la coopération devrait se limiter aux situations où il y a vraiment un objectif collectif, c'est-à-dire on veut tous arriver là et on ne peut l'atteindre que si chacune des contributions qui est identifiée le permet. Si on voulait strictement, c'est ce que beaucoup de gens évoquent en tout cas. C'est pas clair ce que je dis? Non? On discutera pendant le café. Bien, il y aura encore une question? La toute dernière. En fait, ce serait plutôt une synthèse entre deux interventions qui ont été faites qui me semblent pertinentes. C'est effectivement l'idée d'avoir certaines activités qui sont plutôt dans une tendance individuelle, certaines activités qui sont plutôt dans une tendance coopérative. Et on voit en clé une notion de posture. Moi, j'irai un petit peu plus loin. Je pense que l'enseignant a une palette de postures et qu'il doit mettre en place une dynamique posturale. C'est-à-dire qu'en fonction de l'activité, il prend la posture adaptée pour renforcer ce qu'il veut développer chez ses étudiants. Et c'est ça l'un des enjeux, en tout cas pour moi, c'est mettre en évidence cette dynamique posturale et aider l'enseignant à se positionner par rapport à ça.
Alors, je suis entièrement d'accord, et en fait, c'est ce qu'essayait de refléter ce graphique que je vois plus, mais c'est pas grave. Non, bon, c'est pas grave. Celui avec les lignes là, c'est ce que j'essayais de refléter, justement cette dynamique dans la posture. Mais dans le fond, la question fondamentale reste toujours la même, c'est-à-dire par rapport à ce que je souhaite que mes étudiants et mes étudiantes apprennent, quel est le meilleur dispositif que je peux mettre en place et quel est mon rôle, quel est leur rôle dans ce dispositif. Et on doit effectivement être, je partage tout à fait, être flexible dans cette approche. Merci d'être venu, d'être resté jusqu'à la fin. Je vous propose d'arrêter ici. Merci encore, Jacques. Bon, Jacques a évoqué aussi le manque de sucre, qui est un élément important de la coopération. Vous pouvez rejoindre le restaurant soit par la porte qui est là-bas en bas, soit en ressortant et en prenant l'escalier qui descend derrière vous. Et si vous passez par un de ces chemins-là, vous allez passer devant les ateliers pour ceux qui veulent se désinscrire. Et désolé d'insister. Merci. Bon appétit surtout. Pendant